Tous les soirs, ma femme disparaissait à la même heure. Mais ce soir, j'ai ouvert la porte qu'il fallait laisser fermée. Le silence dans la chambre était si épais qu'on pouvait entendre le battement sourd de mon propre cœur contre le matelas. Je m'appelle Moussa, et ce soir-là, le 14 mai, ma vie a basculé dans l'inexplicable. Il était précisément 3h03 du matin. Comme chaque nuit depuis 3 semaines, une sensation de froid glacial sur le côté droit du lit m'a tiré de mon sommeil. J'ai tendu la main, cherchant la chaleur de ma femme, Zara, mais mes doigts n'ont rencontré que les draps de coton frais et lisses. Elle n'était plus là. Je me suis redressée lentement, mes yeux luttant contre l'obscurité bleutée de la pièce. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant filtrer un filet de lumière quasi invisible venant du couloir. Zara était une femme de routine, une épouse exemplaire, douce et aimante durant la journée. Mais à cette heure précise, elle devenait une étrangère. Aucun bruit de pas, aucun grincement de parquet, aucune chasse d'eau. Juste un vide terrifiant. Je me suis levée, mes pieds nus touchant le carrelage froid qui me fit frissonner. Mon esprit galopait. Où pouvait-elle aller ? Nous vivions dans une villa sécurisée à la périphérie de la ville, entourée de hauts murs. J'ai avancé vers la fenêtre et j'ai soulevé délicatement le rideau de velours. En bas, dans le jardin noyé sous la brume, j'ai cru apercevoir une silhouette blanche se glisser entre les manguiers. C'était elle. Elle ne portait pas sa nuisette habituelle, mais une sorte de long boubou blanc immaculé qui flottait derrière elle comme un linceul. La peur, une peur viscérale et irrationnelle, a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur d'un mari trompé, c'était quelque chose de plus sombre, de plus ancestral. Pourquoi sortait-elle à l'heure où les esprits réclament la terre ? Pourquoi ses mouvements étaient-ils si fluides, presque inhumains, alors qu'elle souffrait habituellement de douleurs aux genoux ? J'ai senti une goutte de sueur froide perler sur mon front. Ce soir, je ne me rendormirai pas. Ce soir, je saurais quel secret ma femme emportait avec elle dans les ténèbres du jardin. Je ne savais pas encore que certaines vérités sont des prisons dont on ne ressort jamais indemne. Pour comprendre mon angoisse, il faut savoir qui était Zara à la lumière du jour. Nous étions mariés depuis 7 ans, et pour tout le voisinage, nous étions le couple idéal. Zara était une femme d'une élégance rare, toujours souriante, gérant sa petite boutique de tissus avec une main de fer dans un gant de velours. Elle cuisinait les meilleurs plats du quartier, s'occupait de nos 2 neveux avec une patience d'ange et ne manquait jamais une prière ou une réunion de famille. Elle était ma boussole, ma confidente. Chaque matin, elle me réveillait avec un baiser et un café chaud, me racontant ses rêves de la veille avec une telle candeur que je n'aurais jamais pu soupçonner une zone d'ambre dans son âme. Elle était la lumière de notre foyer, celle qui apaisait mes colères et encourageait mes ambitions. Rien, absolument rien dans son comportement diurne ne laissait présager qu'elle cachait un secret nocturne aussi troublant. Pourtant, avec le recul, des petits détails que j'avais balayés du revers de la main commençaient à prendre une résonance sinistre. Il y avait cette odeur, parfois, au petit matin. Une odeur de terre mouillée et d'encens brûlé qui flottait autour de ses cheveux, alors qu'elle prétendait sortir de la douche. Il y avait aussi ces taches de boue qu'elle s'empressait de frotter sur le bas de ses robes longues, prétextant avoir glissé en arrosant ses plantes préférées tard le soir. « Zara, tu sembles fatiguée ces derniers temps ?» lui avais-je dit une semaine plus tôt, en observant les cernes légères qui commençaient à marquer son beau visage d'ébène. « C'est juste le travail à la boutique, mon chéri ?» m'avait-elle répondu avec son sourire habituel, mais ses yeux avaient fui les miens un instant trop long. La nouvelle collection demande beaucoup d'énergie. Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru ? On ne soupçonne pas la femme qui partage votre vie depuis des années d'être une autre une fois le soleil couché. Mais le doute est comme une termite. Une fois qu'il s'installe dans la charpente de votre esprit, il grignote tout jusqu'à ce que tout s'effondre. Je me rappelais maintenant la manière dont elle rangeait systématiquement ses chaussures de marche sous le lit, loin des regards, et comment elle semblait tressaillir chaque fois que je parlais des histoires de sorcellerie ou de pactes mystiques que les vieux du village racontaient. Derrière le masque de l'épouse parfaite, il y avait une faille, un gouffre que je m'apprêtais à explorer, sans savoir que l'on ne revient jamais tout à fait le même d'un voyage dans l'obscurité de l'être aimé. Ce soir-là, la curiosité l'emporta sur la raison. J'ai enfilé un pantalon noir et un pull sombre, prenant soin de ne pas faire de bruit. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un oiseau en cage. J'ai descendu les escaliers, évitant les marches qui grinçaient par habitude. Arrivé au salon, j'ai vu la porte-fenêtre de la véranda entr'ouverte.
Un courant d'air frais s'engouffrait dans la pièce, faisant danser les rideaux comme des spectres. Je suis sortie. L'air de la nuit était chargé d'humidité. Je me suis accroupie derrière les buissons d'hibiscus, mes yeux balayant l'obscurité. Zara était déjà loin. Elle marchait vers le fond du terrain, là où la végétation devenait sauvage et où nous avions laissé un vieux cabanon de jardin à l'abandon depuis des années. Elle ne tenait aucune lampe, mais elle avançait avec une assurance déconcertante, comme si elle voyait dans le noir aussi clairement qu'en plein jour. Elle s'est arrêtée devant le cabanon. Elle a sorti une petite clé de sa poche et a déverrouillé la porte avec un geste sec, presque rituel. Avant d'entrer, elle s'est retournée brusquement. J'ai plongé la tête dans les feuilles, retenant mon souffle, sentant le sang cogner dans mes tempes. Avait-elle senti ma présence ? Après quelques secondes qui me parurent des heures, j'ai entendu la porte se refermer derrière elle. Le silence est revenu, seulement interrompu par le cri d'une chouette au loin. Je me suis approchée à pas de loup, chaque craquement de feuilles mortes sous mes pieds me faisant sursauter. Arrivée contre le mur en bois pourri du cabanon, j'ai collé mon oreille contre la paroi. Au début, rien. Puis, un murmure, une voix basse, monocorde, qui n'était pas tout à fait celle de Zara. C'était une psalmodie dans une langue ancienne, entrecoupée de bruits métalliques, comme des chaînes qu'on déplace ou des pièces qu'on entrechoque. Une odeur âcre, un mélange de soufre et d'herbes brûlées, s'échappait des fentes du bois. Je me suis hissée jusqu'à une petite lucarne poussiéreuse située en hauteur. J'ai essuyé un coin de vitre avec ma manche, le cœur au bord des lèvres. Ce que j'ai entrevu à l'intérieur, à travers la lueur de quelques bougies noires, n'était pas une scène d'adultère. C'était bien plus grave. Zara était agenouillée devant un autel de pierre, tenant entre ses mains un objet qui brillait d'un éclat sinistre. Le doute n'était plus permis. Ma femme ne sortait pas pour rencontrer un amant. Elle sortait pour honorer un pacte que je n'aurais jamais dû découvrir. Je suis restée pétrifiée contre la paroi du cabanon, le souffle court, mes yeux rivés sur la lucarne. À l'intérieur, Zara ne ressemblait plus à la femme douce que j'embrassais chaque matin. Ses cheveux étaient dénoués, tombant en cascades sauvages sur son boubou blanc, et ses yeux, reflétant la lueur des bougies noires, semblaient avoir perdu leur iris pour ne laisser que 2 cercles d'argent liquide. Elle tenait un miroir ancien, dont le cadre était sculpté de visages grimaçants. Elle ne se regardait pas dedans, elle semblait nourrir le miroir. Elle y versait une poudre rouge qui s'évaporait en une fumée violacée dès qu'elle touchait la surface du verre. « Encore un peu de temps », murmura-t-elle, d'une voix qui vibrait avec une résonance métallique. « Laisse-moi encore quelques jours avec lui, avant que la dette ne soit réclamée. » Un frisson de pure terreur m'a parcouru. De quelle dette parlait-elle ? Et qui était ce lui ? Parlait-elle de moi ? J'ai reculé d'un pas et mon pied a écrasé une branche morte. Le craquement a résonné comme un coup de feu dans le silence de la nuit. À l'intérieur, la psalmodie s'est arrêtée net. Les bougies se sont éteintes d'un coup, plongeant le cabanon dans un noir absolu. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru. J'ai traversé le jardin en sens inverse, mes poumons brûlants, mes jambes flageolantes. Je me suis précipitée dans la maison, j'ai gravi les escaliers 4 à 4 et je me suis glissée sous les draps, le cœur battant si fort que je craignais qu'il n'explose. J'ai fermé les yeux, simulant un sommeil profond, alors que chaque fibre de mon être hurlait de fuir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le grincement presque imperceptible de la porte de la chambre. Un courant d'air froid est entré. J'ai senti une présence se tenir juste au bord du lit. Elle ne s'est pas couchée tout de suite. Elle est restée là, debout, à m'observer dans le noir. Je sentais son regard peser sur moi, une pression physique, lourde comme du plomb. Puis, le matelas s'est enfoncé doucement. Elle s'est glissée contre moi, posant sa main glacée sur mon torse. « Dors, mon amour », a-t-elle chuchoté à mon oreille. « Le matin arrive bientôt. » Je n'ai pas fermé l'œil. Cette nuit-là, j'ai compris que je ne dormais pas avec ma femme, mais avec un secret qui attendait son heure pour me dévorer. Le lendemain matin, le soleil s'est levé comme si de rien n'était. Zara était déjà debout, préparant le petit déjeuner avec la même efficacité tranquille que d'habitude. Elle fredonnait un air joyeux, le visage radieux, comme si les événements de la nuit n'étaient qu'un mauvais rêve. Mais pour moi, tout avait changé. Chaque geste, chaque sourire me paraissait désormais suspect, calculé, faux. J'ai commencé à inspecter la maison avec la discrétion d'un enquêteur. Dans la salle de bain, j'ai trouvé des traces de cire noire incrustées dans les jointures du carrelage. Dans la cuisine, j'ai remarqué que le sel que nous utilisions avait une étrange teinte rosée, comme s'il avait été mélangé à une substance inconnue. Mais le plus troublant se trouvait dans notre propre chambre. En retournant le matelas pendant qu'elle était à la boutique, j'ai découvert une petite bourse en cuir dissimulée dans la structure du lit. À l'intérieur, des mèches de mes propres cheveux,
des rognures de mes ongles et une vieille photo de notre mariage où mon visage avait été soigneusement découpé. La paranoïa a commencé à me consumer. Étais-je sous vos coups d'un envoûtement? Était-ce pour cela que je n'avais jamais remarqué ses absences auparavant? Je me sentais observée, même quand j'étais seule. Les miroirs de la maison semblaient renvoyer une image légèrement décalée de la réalité. Parfois, du coin de l'œil, je croyais voir une ombre se faufiler derrière les meubles, mais quand je tournais la tête, il n'y avait rien. « Moussa, tu ne touches pas à ton plat ?» dit Zara ce soir-là, en m'observant par-dessus sa fourchette. « Tu es pâle? Est-ce que quelque chose te tracasse ?»« Rien, Zara, juste un peu de stress au bureau. » mentis-je, ma voix manquant de peu de dérailler. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Entre nous, il n'y a pas de secret. » Elle a ri, un rire clair et cristallin qui m'a glacé le sang. J'ai regardé ses mains, si fines et soignées, et j'ai revu ces mêmes mains manipuler des bougies noires dans la poussière du cabanon. Le contraste était insupportable. Je devais savoir ce qu'il y avait dans ce cabanon. Je devais y retourner. Mais cette fois, je n'écouterais pas seulement. J'entrais. J'étais prêt à tout risquer pour briser le voile, ignorant que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées, et que la vérité que je cherchais était peut-être le dernier clou de mon propre cercueil. Le surlendemain, j'ai prétexté un voyage d'affaires pour quitter la maison en fin de journée. En réalité, je me suis cachée dans un hôtel à proximité et je suis revenue à pied vers minuit, contournant notre propriété par le champ voisin. Je n'avais pas de clé pour le cabanon, mais j'avais emporté un pied de biche. Le jardin était plongé dans une brume épaisse, étouffant les bruits de la ville. Je suis arrivée devant le cabanon. Le cadenas était là, froid et massif. D'un coup sec, j'ai fait levier. Le bois a crié, un craquement déchirant dans le silence nocturne, et la porte s'est ouverte sur une bouffée d'air vicié. J'ai allumé ma lampe de poche, balayant la pièce de son faisceau tremblant. Ce n'était plus un simple débarras, c'était un sanctuaire. Les murs étaient recouverts de symboles tracés au charbon, des yeux ouverts qui semblaient me fixer. Au centre, l'autel de pierre que j'avais entrevu. Dessus, le miroir d'obsidiane était posé à plat. Autour de lui, des centaines de petites statuettes en argile représentant des gens du quartier, dont certaines étaient transpercées d'épines de porc-épic. Mais ce qui a arrêté mon cœur, c'est ce qui se trouvait dans un grand bocal en verre caché sous l'autel. À l'intérieur, baignant dans un liquide jaunâtre, se trouvait quelque chose qui ressemblait à un cœur humain, battant encore à un rythme lent et laborieux. À côté du bocal, un carnet relié en cuir. Je l'ai ouvert. C'était le journal de Zara. Les premières pages parlaient de nous, de son amour pour moi. Puis l'écriture changeait, devenant erratique, agressive. Elle y expliquait comment elle avait passé un pacte avec une entité pour sauver notre vie de la ruine, et comment le prix à payer était la vie de notre premier-né, ou la mienne, si elle ne pouvait pas concevoir. J'ai senti la nausée monter. Zara n'était pas stérile par accident, elle l'était par contrat. Et maintenant que les 7 ans de notre mariage arrivaient à terme, l'entité réclamait sa part. Je n'étais pas son mari, j'étais son sacrifice en attente. Soudain, j'ai entendu un bruit de pas léger sur les graviers, juste devant la porte. La lumière de ma lampe a balayé l'entrée, révélant Zara, debout dans l'encadrement, vêtue de son boubou blanc. Elle ne semblait pas surprise, elle souriait. « Tu as été trop curieux, Moussa », murmura-t-elle. « Maintenant tu fais partie du rituel. » Zara resta immobile dans l'encadrement de la porte du cabanon, sa silhouette blanche découpée contre l'obscurité du jardin. Elle ne semblait pas en colère, ce qui était bien plus terrifiant. Son visage était d'une sérénité absolue, une paix de marbre qui ne correspondait pas à la situation. J'ai serré le pied de biche contre ma poitrine, mes jointières blanchies par l'effort. Ma lampe de poche tremblait, son faisceau balayant frénétiquement le boubou immaculé de ma femme. « Pourquoi, Zara ?» ai-je bégayé, ma voix n'étant plus qu'un sifflement étranglé. « Pourquoi tout cet or, ces statuettes, ce cœur qui bat sous l'autel ?» Elle fit un pas en avant, entrant dans le cercle de lumière. Ses pieds étaient nus, maculés d'une terre noire et grasse qui ne semblait pas provenir de notre jardin. « Tu parles de pourquoi, Moussa, mais tu devrais parler de pour qui ?» répondit-elle d'une voix double, comme si une seconde personne murmurait ces paroles en écho au fond de sa gorge. « Tu te souviens de l'année où ton entreprise allait faire faillite, de la nuit où tu pleurais dans le salon en disant que tu préférais mourir que de nous voir retourner à la rue ? J'ai écouté, quelqu'un d'autre a écouté aussi. » Elle s'approcha encore. L'odeur de soufre et de fleurs flétries devint insupportable. « Le succès a un prix, mon amour. Tu pensais que c'était ton talent ? C'était mon silence. C'était mes nuits passées ici, à nourrir ce miroir avec ma propre essence pour que tes comptes restent pleins. » Elle tendit une main vers moi. «
Ses doigts semblaient s'allonger, s'affiner comme des griffes d'ébène sous la lumière de ma lampe. L'entité réclame son dû tous les 7 ans. Le contrat est simple. Une vie pour une vie. J'ai essayé de lui offrir des substituts, des âmes d'animaux, des prières, mais il veut le cœur de celui qui a profité de l'or. Il te veut, Moussa. J'ai senti mes jambes se dérober. L'argent, la villa, notre vie de rêve, tout était bâti sur un charnier invisible. Zara n'était pas ma protectrice, elle était la courtière de mon âme. Soudain, elle poussa un cri inhumain, un hurlement qui fit vibrer les parois de bois du cabanon. Le miroir sur l'autel commença à luire d'une lumière rouge sang. Les statuettes d'argile se mirent à trembler, produisant un cliquetis sinistre. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai poussé Zara de toutes mes forces et je me suis jetée dans la brume du jardin, poursuivie par un rire qui n'avait rien de féminin. Je me suis précipitée vers la maison, pensant bêtement que les murs de béton et les serrures de haute sécurité me protégeraient. Mais en franchissant le seuil de la véranda, j'ai compris que la villa n'était plus mon foyer. C'était le ventre de la bête. Les lumières ne s'allumaient plus. Dans l'obscurité, les meubles semblaient avoir changé de place. Le couloir me paraissait interminable, s'étirant à l'infini sous mes pas. J'ai couru vers notre chambre pour récupérer mes papiers et les clés de ma voiture, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. De l'autre côté, j'entendais une voix, ma propre voix. Elle répétait en boucle les mots de mon mariage. Je te promets fidélité, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouvre la porte, ai-je hurlé en frappant le bois de mes poings sanglants. Le silence revint, lourd et étouffant. Puis, un liquide noir commença à suinter sous la porte, une huile épaisse qui sentait le cadavre. Je suis redescendue vers le salon, mais les fenêtres étaient désormais recouvertes d'une substance translucide, dure comme du diamant. J'étais enfermée. En me retournant, j'ai vu les miroirs du salon. Ils ne reflétaient plus la pièce. Ils montraient le cabanon de jardin, avec l'autel et le bocal. Et dans chaque miroir, je voyais Zara. Elle était partout. Elle sortait lentement des cadres dorés, ses membres se tordant avec des bruits de branches cassées. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as déjà consommé, Moussa », dirent les Zara à l'unisson. La paranoïa qui m'habitait depuis des jours se transforma en une certitude glaciale. Ma femme avait dissous son identité dans cette maison. Chaque brique, chaque tapis, chaque goutte d'eau que j'avais bue était imprégnée de son pacte. Je me suis accroupie au milieu du salon, entourée de mes reflets maudits, réalisant que le piège ne s'était pas refermé ce soir, mais il y a 7 ans, le jour où j'avais accepté la première promotion inexpliquée, le premier chèque tombé du ciel. L'horreur n'était pas dehors, elle était en moi. Les Zara se rapprochaient, glissant sur le carrelage comme des spectres. Leurs visages commençaient à se fondre, ne laissant que de grandes orbites noires et des bouches trop larges, remplies de dents pointues comme des aiguilles. J'ai reculé jusqu'à la cuisine, cherchant désespérément une issue, un couteau, n'importe quoi. C'est là que j'ai vu le bocal, celui que j'avais laissé dans le cabanon. Il était posé sur la table de la cuisine, le cœur battant à l'intérieur de manière frénétique, faisant vibrer le verre. À côté du bocal, il y avait un verre d'eau, mon verre d'eau habituel. « Bois, Moussa », murmura une voix derrière moi. C'était la Zara originale. Elle se tenait près du frigo, son boubou blanc déchiré, révélant une peau couverte d'écailles grises. Ses yeux étaient redevenus normaux, remplis de larmes. « Si tu bois, la dette est payée. Tu oublieras tout. L'entreprise restera prospère. Nous resterons le couple parfait. Tu n'auras plus jamais peur de la nuit. » « Et le prix, Zara, quel est le vrai prix ?» ai-je demandé, les larmes coulant sur mes joues. « Le prix, c'est que ce ne sera plus toi qui vivras dans ce corps, répondit-elle dans un souffle. Ce sera l'entité. Tu seras un passager silencieux dans ta propre vie, regardant à travers tes propres yeux sans pouvoir jamais crier. J'ai regardé le verre, puis le bocal. Le cœur à l'intérieur semblait m'appeler, une pulsation rythmique qui synchronisait mes propres battements de cœur. J'ai compris l'horreur absolue de la double vie. Ce n'était pas seulement Zara qui menait 2 vies, c'était moi qui vivais une vie qui ne m'appartenait plus. Tout ce que je chérissais était une simulation, payée par l'obscurité. J'ai saisi le bocal au lieu du verre. De toutes mes forces, je l'ai jeté contre le sol en marbre. Le verre a volé en éclats, le liquide jaunâtre s'est répandu partout, et le cœur a cessé de battre dans un dernier spasme violent. Un cri de douleur surnaturelle a déchiré la maison. Les murs ont semblé saigner, les miroirs ont explosé simultanément, et Zara s'est effondrée au sol, se transformant en une poussière grise et sèche sous mes yeux. L'obscurité m'a alors englouti, une chute sans fin dans un puits de silence. J'avais brisé le pacte, mais je savais, dans un dernier éclair de lucidité, que lorsqu'on détruit le socle d'une vie bâtie sur le mensonge, il ne reste rien pour retenir le toit au-dessus de sa tête. Le silence qui suivit l'explosion des miroirs était plus assourdissant que le vacarme précédent.
J'ai ouvert les yeux, étendu sur le carrelage froid du salon. L'obscurité n'était plus surnaturelle, c'était simplement la nuit qui touchait à sa fin. Une lueur grise, précurseur de l'aube, filtrait à travers les fenêtres. Des fenêtres qui n'étaient plus recouvertes de cette substance étrange, mais qui étaient brisées, leurs éclats jonchant le sol comme des diamants de pacotille. Je me suis redressée avec peine, chaque muscle de mon corps hurlant de douleur. La villa, autrefois symbole de ma réussite, n'était plus qu'une carcasse vide. Les meubles de luxe étaient recouvertes d'une couche épaisse de poussière grise, comme si des décennies s'étaient écoulées en une seule nuit. J'ai cherché Zara du regard. Il n'y avait aucune trace d'elle. Pas de corps, pas de boubou blanc, seulement un tas de cendres fines là où elle s'était effondrée. Je me suis traînée jusqu'à la cuisine. Le bocal était brisé, le liquide jaunâtre s'était évaporé, laissant une tache indélébile sur le marbre. Le cœur, lui, avait disparu. En regardant mes propres mains, j'ai remarqué qu'elles tremblaient violemment. Ma montre indiquait 6 heures du matin. Le pacte était rompu, mais à quel prix? Je suis sortie dans le jardin, mes pieds s'enfonçant dans la boue. Le cabanon n'était plus qu'un tas de bois pourré, comme s'il s'était écroulé sous le poids de sa propre malveillance. La villa de luxe, la voiture de sport dans l'allée, les vêtements de marque, tout commençait à se dégrader sous mes yeux. La peinture s'écaillait, le jardin se fanait à une vitesse surnaturelle. La richesse de Zara était une illusion maintenue par le sang et l'ombre, et sans le cœur battant du pacte, la réalité reprenait ses droits. J'étais vivant, oui, mais je possédais désormais moins que le jour où j'avais commencé à travailler sur les chantiers. J'ai marché jusqu'au portail, ne me retournant pas une seule fois. J'avais survécu à ma femme, mais j'avais perdu le monde que j'habitais. La police est arrivée 2 heures plus tard, alertée par les voisins qui avaient entendu les détonations des miroirs. J'étais assis sur le trottoir, hagard, les vêtements déchirés. L'interrogatoire fut un calvaire. Comment expliquer à des inspecteurs rationnels que ma femme sortait à 3 heures du matin pour nourrir un miroir d'obsidienne? Comment leur dire que j'avais écrasé un cœur humain qui battait dans un bocal pour sauver mon âme? Ils ont fouillé la maison. Ils n'ont rien trouvé de suspect. Pas de sang, pas d'hôtel, pas de preuves de sorcellerie. Pour eux, Zara avait simplement disparu, probablement une fuite organisée après avoir pillé nos comptes bancaires, qui, curieusement, étaient désormais vides. Ils ont conclu à un drame conjugal teinté de paranoïa. « Monsieur Moussa, votre femme est partie. Elle a vidé les coffres et s'est volatilisée », me dit l'inspecteur avec une pointe de pitié dans la voix. « Ces histoires de démons et de cabanons, c'est le choc. Vous devriez voir un médecin. » J'ai passé des mois à essayer de reconstruire ma vie. J'ai perdu la villa, saisie par la banque. Mon entreprise s'est effondrée en quelques semaines, les contrats s'annulant les uns après les autres sans explication. Je vivais désormais dans un petit studio en ville, travaillant comme simple comptable pour payer mes dettes. Les gens me regardaient avec mépris ou tristesse, l'homme qui avait tout et qui avait sombré dans la folie. Mais le plus dur, ce n'était pas la pauvreté, c'était le doute. Parfois, en marchant dans la rue, je croyais apercevoir un boubou blanc au coin d'une ruelle. Je m'arrêtais, le cœur battant, mais ce n'était qu'un passant ou un reflet. Je me demandais si j'avais vraiment brisé le pacte, ou si tout cela n'était qu'une nouvelle étape du rituel. Chaque nuit, à 3h03 précises, je me réveillais en sursaut, sentant un souffle froid sur ma nuque. J'allumais la lumière, mais j'étais seule. Jusqu'au jour où j'ai reçu un colis anonyme à mon bureau. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose, une petite clé en fer forgé, identique à celle du cabanon, accompagnée d'un mot écrit de la main de Zara. « Le temps est circulaire, Moussa. À dans 7 ans. » Le message était clair. On ne tue pas une idée, on ne brise pas un pacte avec le néant aussi facilement. J'ai réalisé que Zara n'était pas une victime, ni même un monstre. Elle était l'instrument d'une force qui se nourrit de notre désir de raccourci, de notre soif de grandeur immédiate. La double vie n'était pas celle de ma femme, c'était la mienne. J'avais accepté les bénéfices du pacte sans en questionner la source, et c'est cette complicité silencieuse qui m'avait condamnée. Aujourd'hui, je m'assois chaque soir sur mon balcon, regardant les lumières de la ville. Je vois les couples heureux, les voitures rutilantes, les maisons de luxe. Et je me demande, combien d'entre eux dorment à côté d'un secret? Combien de réussites fulgurantes cachent un cabanon de jardin au fond de l'âme? La leçon est simple, mais elle est terrifiante. Si vous avez tout obtenu sans jamais avoir souffert, c'est que quelqu'un d'autre paie la facture dans l'obscurité. Ne suivez jamais votre femme à 3h du matin, si vous n'êtes pas prêt à perdre tout ce que vous possédez. Car derrière la porte du secret, il n'y a pas seulement l'horreur de l'autre, il y a le reflet de votre propre avidité.
Zara est peut-être partie, ou elle m'attend peut-être dans un futur déjà écrit. En attendant, je vis avec la lumière allumée. Pas parce que j'ai peur du noir, mais parce que j'ai peur de ce que je pourrais voir dans le miroir si je me retrouve à nouveau face à moi-même. Le silence n'est plus mon ami, c'est un compte à rebours. Et alors que je termine ce récit, je regarde ma montre. Il est 3h02. J'entends un léger grattage à ma porte. Quelqu'un vient de glisser une enveloppe sous le seuil. C'est une invitation à un mariage. Celui d'un de mes anciens associés qui vient de devenir, lui aussi, mystérieusement milliardaire. Le cycle recommence. Et cette fois, je sais que je ne serai pas le spectateur, mais le témoin de la fin d'un autre monde.